Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie pour votre émission La Voix est libre. Le compte à rebours est lancé, nous sommes aujourd'hui à 73 jours du premier tour des élections municipales. Plus de 1800 communes sont concernées dans la région et nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle émission spéciale consacrée à ce scrutin. Et pour en parler, nous recevons nos confrères de la presse régionale, à savoir Guillaume Ballard de Ouest France. Bonjour Guillaume, bonjour. Meilleurs vœux. Merci. Philippe Thomas de France Bleu Basse-Normandie. Bonjour Philippe. Bonjour Franck, bonjour à tous. Philippe Le Galtel du journal Les Échos. Bonjour. Jean-Yves Gélébar, rédacteur en chef de France 3 Basse-Normandie. Bonjour. Jean-Yves. Alors, quels sont les enjeux, les points chauds, justement, dans la région? On vous posera la question, messieurs. À mes côtés également, Laurent Cambre, qui pilote le site web de France 3 Basse-Normandie et qui nous dira que la campagne est lancée sur Internet, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la presse et en public, on le verra. Et puis, en duplex de Cherbourg, Christophe Boutin, professeur de droit constitutionnel et observateur de la vie politique depuis plusieurs années. Bonjour Christophe. Chonu nous accompagne durant cette émission. Bonjour Chonu avec un premier dessin. Bonjour Christophe Boutin de Cherbourg. Écoutez, vous avez parlé de points chauds, Franck. Oui, effectivement, ça va être une année avec beaucoup de points chauds. Alors, vous savez, François Hollande a pris la méthode de Schumacher. Il met un casque. Alors, c'est pas du tout pour ce que vous croyez, pour aller voir une hypothétique maîtresse. C'est qu'il risque de se prendre une quenelle, enfin une gamelle, par contre, au municipal. Alors, voyez-vous, les caméras ne seront pas placées là, sur le casque, mais tout autour. On va regarder ça de très près, notamment les caméras de France 3. C'est à observer justement, on va en parler. Merci Chonu. À 2 mois et demi des élections, question, la campagne des élections intéresse-t-elle justement le public? Réponse oui pour 52% des Français, non pour 47% et seulement 1% ne se prononce pas. Votre commentaire, les uns et les autres, qui commence? Guillaume Ballard? Oui, je peux commencer effectivement en vous disant quand même que les inscriptions sur les listes électorales ont bien augmenté. Comme d'habitude, avant les municipales, les électeurs avaient jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire. Et je doute que ce soit pour les européennes, parce qu'il y a aussi ces élections-là au 25 mai. Donc je pense que les municipales sont toujours la principale élection qui intéresse les Français avec la présidentielle. Il y a 2 élections, voilà, c'est ces deux-là. Alors justement, on va faire le tour d'horizon dans un instant des principales villes qui pourraient ou pas basculer, des points chauds qu'il faudra suivre. Vous parliez de la présidentielle. Comparé justement aux municipales, ces municipales, aujourd'hui, à 2 mois du scrutin, ne passionnent pas les foules. Si l'on prend un sondage qui était paru 2 mois avant la présidentielle, il y avait 70% des gens, à l'époque, qui se sentaient concernés par ce match, notamment entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y a moins de passion, il y a moins d'intérêt. Je pense sincèrement que la campagne n'est pas encore partie. Je pense que quand on parle de campagne pour les municipales, moi j'ai le sentiment qu'elle n'a pas vraiment démarré. Et je pense également qu'elle sera finalement assez courte, cette campagne. Et puis Jean-Yves Gélébar, il y avait effectivement une campagne sur la présidentielle où il y avait 2 fortes personnalités, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Là, c'est un peu différent. Et effectivement, aujourd'hui, les candidats eux-mêmes tardent à rentrer dans la campagne. On le voit bien, les maires sortants, tous ne sont pas encore déclarés. Il faut un peu de temps et la campagne est assez courte. Les gens sont dans les soucis du quotidien, l'emploi, la sécurité, l'emploi surtout, qui est la préoccupation numéro 1. Et puis, on va rentrer dans la campagne assez rapidement maintenant, mais ce sera une campagne courte. Alors, irez-vous voter? Et c'est à chaque fois l'élection de proximité. C'est l'élection qui a vraiment ce label-là. C'est les élections municipales. Alors, je suis d'accord, parce que faisons attention aux sondages nationaux avec des panels nationaux. Dans nos communes, notamment en Basse-Normandie, le scrutin de proximité est très important. Alors, irez-vous voter au premier tour le 23 mars prochain? Là aussi, la réponse est oui pour 55% des gens interrogés. On voit qu'en 2008, la participation avait été d'un peu plus de 66% au premier tour. Est-ce que ça vous surprend? Pour l'instant, un électeur sur 2 dit qu'il ira voter pour ces municipales, mais bon, c'est relativement peu. C'est pas surprenant. Je pense d'ailleurs que ce chiffre va aller en augmentant au fur et à mesure que le premier tour va approcher. Cela dit, on peut quand même s'attendre à un taux d'abstention peut-être un peu plus fort sur une élection qui, en général, mobilise beaucoup. Et on ne peut pas demander aux électeurs d'être déjà dans la campagne alors que les leaders politiques n'y sont pas du tout. Donc, il faut attendre. Pas dans les grandes communes. Pas dans les grandes communes. Dans les petites communes, et encore une fois, Dieu sait qu'on en a en Basse-Normandie, la campagne est lancée.
Alors, on va rejoindre Christophe Boutin à Cherbourg, professeur de droit constitutionnel. Seulement un électeur sur deux, on le disait, prêt à se déplacer le 23 mars prochain. Comment vous l'expliquez? Et vous qui connaissez ce paysage politique depuis de longues années en Basse-Normandie, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas une adhésion spectaculaire pour ces municipales? C'est tout à fait normal, car comme vos invités viennent de le dire avec beaucoup de justesse, l'élection municipale, ou les élections municipales, car il s'agit bien de 36 000 élections et non pas d'une seule élection, et donc la comparaison avec la présidentielle, qui est une élection très dramatisée, ne peut pas se faire. Les élections municipales, donc, ne sont pas encore parties. Les listes ne sont pas composées dans une partie des cas. Il y aura certainement, on va dépasser bien évidemment ce seuil de 50%. On va se retrouver avec un taux d'abstention qui va être sensiblement un taux d'abstention d'un tiers, ce qui est assez classique pour des municipales. Alors le paradoxe, c'est que le maire est l'élu préféré des Français et que, d'un autre côté, on s'aperçoit que la population n'est pas prête à aller voter, ne se passionne pas pour ce match des municipales, s'il y en a un, alors que ça n'était pas vrai pour la présidentielle. Élu préféré français, mais finalement, tout se passe bien et on ne s'intéresse pas plus que ça à cette campagne, Philippe Le Gueltel. Moi, on est encore trop tôt dans ce calendrier. Ouais. Oui, c'est ça, mais il suffit de regarder ce qui se passe dans les grandes villes, même si effectivement dans les plus petits villages, c'est déjà lancé, mais on est encore trop tôt par rapport à l'événement. Mais vous allez voir que ça va prendre. Alors, Christophe Boutin le disait il y a un instant, ce sont 36 000 élections qui vont avoir lieu, 36 000 communes où il va falloir renouveler les équipes municipales, les maires. Dans la région, 1812 communes sont concernées. On va voir la répartition par département. 706 communes dans le Calvados, 601 dans la Manche et 505 dans l'Orne. Christophe, est-ce qu'il faut s'attendre à de grands changements en mars prochain ? Oui, bien évidemment, il faut s'attendre de grands changements en mars prochain. De grands changements parce qu'une part non négligeable des maires ne se représenteront pas, parce qu'une part non négligeable des conseillers municipaux actuels ne se représenteront pas, et qu'il y aura donc un bouleversement énorme. Mais c'est un bouleversement qu'on ne verra pas. C'est un bouleversement qui n'est pas sensible pour nous directement. Pourquoi ? Parce que les 2/3 des communes de Basse-Normandie que vous évoquez ont moins de 500 habitants. Et quand on pense à des bouleversements politiques, on pense uniquement à des chocs qui concernent les quelques grandes agglomérations de la Basse-Normandie. On a vu la gauche s'enraciner, Christophe, en 2008 avec des victoires sur Caen, sur Cherbourg, sur Alençon, où la ville avait basculé. Est-ce que l'on va... on avait commencé à parler, justement, il y a 6 ans, du vote des villes et du vote des campagnes. Est-ce que ça pourrait se reproduire ? Est-ce que le contexte politique est identique à celui de 2008 ? Oui et non. Il y a un vote des villes et un vote des campagnes, c'est certain. En fait, il faudrait même rentrer un peu dans le détail. Il y a un vote des villes, ce qui correspond à la fois à la ville-centre et aux cités. Il y a un vote périurbain et il y a un vote des campagnes. Il faudrait se focaliser sur ces 3 territoires différents. Donc effectivement, on va continuer à sentir cet élément. On va sans doute avoir une confirmation de la place de la gauche dans les villes importantes, d'une gauche qui peut être soit une gauche à tendance plutôt socialo-écologiste dans les centres-villes, soit plutôt front de gauche et socialiste dans les zones de cité. Mais ce qui va être important aussi, c'est l'évolution dans les zones périurbaines. Est-ce que la campagne, si elle n'intéresse pas forcément le grand public pour le moment, on verra ce qui se passe dans les 3-4 semaines qui viennent, si elle démarrera peut-être à mi-février, c'est ce que disent pas mal d'observateurs. Est-ce que cette campagne a débuté sur Internet ? Laurent Cambre, vous suivez ça ligne par ligne, clic par clic, je dirais. Mais alors c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop tôt. On ne sent pas une grande effervescence. On a quelques indicateurs. Premier indicateur, vous savez qu'aujourd'hui, on peut mesurer l'audience de chaque article, chaque vidéo que l'on publie sur un site d'information. Pour l'instant, tout ce qui traite des municipales, comme l'annonce d'une candidature ou bien par exemple le compte-rendu d'une réunion publique, on ne peut pas dire que ces
articles et ces vidéos soient parmi les plus vus et non plus les plus commentés, parce que vous savez que les internautes commentent. Eh bien, tout ça, pour l'instant, est très peu commenté. L'autre indicateur sont les sites, les blogs, les pages Facebook des candidats qui se sont lancés sur Internet, qui écrivent des choses, qui publient des posts. Là aussi, assez peu de commentaires. Certains ont même essayé de lancer des questions que les gens peuvent leur poser directement. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de questions. J'ai vu sur le site d'un candidat, il y avait une question. On sent que c'est pas commencé, mais c'est dans 2 mois et demi. Et sur Internet, 2 mois et demi, c'est quand même très très loin. Mais les candidats s'y mettent, les réseaux Alors, sociaux. Tous, on verra ça, pas tous. Ça, c'est très inégal. Avec des tweets, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sur Twitter, les écrits restent. C'est le syndrome de Twitter, Mathieu. On a quelques histoires. Un tweet maladroit. Est-ce qu'ils s'y mettent aussi dans les campagnes? Alors, dans les villes, oui, mais dans les campagnes. Alors moi, j'ai regardé plutôt sur les grandes villes. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont un peu anciens sur Facebook, qui ont l'habitude, donc qui ont simplement prolongé leur activité. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui ont ouvert un compte Twitter ou une page Facebook au mois de novembre, par exemple. Donc voilà, uniquement pour ça, de façon un petit peu pas artificielle, mais on sent qu'ils s'y sont mis pour la campagne. Et quel impact véritable? Est-ce qu'on peut toucher beaucoup de monde en communiquant sur les réseaux sociaux? Alors on touche, ça dépend sur quel réseau social. Facebook et Twitter, c'est pas la même chose. Twitter, par exemple, c'est 5% de la population française. C'est 2,3 millions de comptes en France. Et c'est quand même les médias, la communication, la politique qui sont les secteurs les plus représentés. Mais ce sont des relais d'opinion. Donc s'adresser à ces gens-là, on peut supposer que ça va être ensuite diffusé, même si on touche pas un grand public, la population des villes et des campagnes. Sur Facebook, c'est un petit peu différent. On fait de la proximité. Et puis un site Internet, l'intérêt d'un site Internet, c'est que quand les gens vont s'intéresser à cette campagne électorale, qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir des infos sur leur candidat? Ils vont aller sur leur ordinateur, ils vont taper le nom du candidat dans Google. Ceux qui ont un site Internet, le nom va sortir, on aura des infos sur le candidat, on trouvera un site. Ceux qui n'y sont pas, il n'y aura rien. Et c'est quand même pas terrible en 2014. Et Franck, une précision simplement. Tout à l'heure, on parlait de l'abstention. On disait à peu près 35% d'abstention au premier tour. C'est ce que donnent aujourd'hui les instituts de sondage. C'est très différent pour les électeurs de gauche et les électeurs de droite. Et on voit l'influence de la politique nationale. D'après un sondage la semaine dernière, 41% des électeurs de gauche sont tentés de ne pas aller voter au premier tour des municipales, contre 29% des électeurs de droite, alors que 78% des électeurs du Front National disent « on se déplacera ». Christophe Boutin, justement, votre analyse sur la motivation des gens? Absolument. C'est à très juste titre qu'on vient de faire remarquer que la motivation est différente actuellement sur les partis politiques, mais cela ne peut concerner bien évidemment que des communes importantes dans lesquelles il y aura des listes très clairement identifiées politiquement. Ça ne concerne pas la petite commune de 500 habitants, parce que là, le vote ne sera pas de manière prioritaire un vote idéologique. Alors, pourquoi irez-vous voter au municipal? Là aussi, autre sondage, on va le voir, 64% en fonction de considérations locales, 25% pour sanctionner le gouvernement et 7% pour le soutenir. Enjeu national ou local, on n'a pas fini de se poser la question, on l'a déjà fait sur ce plateau. On a un peu la réponse, puisque les gens disent à travers ce sondage, on votera pour la personnalité locale, sans tenir forcément compte de son appartenance politique. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Oui, mais un électeur sur 4 dit « je vais aller voter pour sanctionner le gouvernement ». Donc on voit aussi que malgré tout, l'enjeu va être important. Dans les grandes villes, je pense, dans les grandes villes. Bien sûr. Là, on est encore sur des enjeux politiques, mais c'est très différent du contexte de 2008. Le poids national, c'est évident, va peser dans les grandes villes. Et même si certains cachent leur étiquette, parce que c'est un peu ce qu'on a connu aussi lors des dernières législatives où des candidats de droite cachaient leur étiquette qui UMP, qui de droite, voilà. Maintenant, on a des candidats de gauche lors des municipales qui disent pourtant investis par le PS ou d'autres partis de gauche. C'est moins vrai. On a l'impression que c'est quand même moins vrai pour le PS ou l'UMP. Absolument pas. Absolument pas. Nous en avons beaucoup qui se présentent en disant nous ne sommes pas PS alors qu'ils sont encartés PS. Vous avez des exemples? Bien sûr, mais je ne citerai aucun nom. Puisque chacun a un sondage, j'ai aussi le mien, un sondage publié en novembre. Pas trop de chiffres, messieurs, pas trop de chiffres. Qui dit simplement que seulement un tiers des Français iront voter en pensant ou pas à François Hollande. Donc un tiers avec des pensées nationales. Je pense sincèrement que dans les grandes villes, effectivement, ça jouera l'aspect national. En campagne, dans les petites communes, pas du tout. Les gens se prononceront pour des candidats qu'ils connaissent, pour le maire qu'ils connaissent, pour des projets extrêmement locaux. Il faut vraiment différencier les deux. Et les sondages qui sortent sont des sondages qui concernent essentiellement, me semble-t-il,
les grandes communes. Dans les campagnes, il faut déjà trouver les candidats, ce qui est compliqué aussi. On va en parler tout à l'heure. Quel sera le rapport de force politique? Qui seront les gagnants et les perdants de ces municipales? On fait toujours les comptes à la fin. On verra si on a eu raison en rediffusant cette émission peut-être au lendemain du second tour. Certains annoncent une percée du Front National. Question justement cette semaine avec ce sondage IFOP. Pourriez-vous voter pour une liste soutenue par le FN? Non, en aucun cas pour 58%, peut-être 24%, oui, certainement 18%. Ce qui veut dire que 4 électeurs sur 10 seraient prêts à voter pour le Front National. Il y a une évolution là dans la démarche et l'appréciation que l'on a du Front National. Et je vais m'adresser à Christophe Boutin, justement. Quel regard vous portez sur ces chiffres et est-ce que la Basse-Normandie peut voter Front National? Écoutez, il faut savoir que l'élection des municipales est la plus mauvaise élection pour un parti comme le Front National. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de notables locaux, parce qu'il n'a pas de personnes qui sont enracinées dans les communes et qu'il est en train de constituer une base, justement, de candidats. Mais il est seulement au début de cette constitution. Donc, il n'y a pas cet effet attractif que peut donner un leader clairement identifié. Et quelles sont les chances du Front National qui devrait être présent, d'après les informations, dans une quinzaine de villes de la région? On parle de Caen, Lisieux, peut-être Cherbourg, Alençon, Argentan. Que peut espérer le Front National, Christophe? Le Front National peut espérer, dans certaines régions, arriver au seuil qui lui permettrait théoriquement soit un maintien, encore que le maintien va dépendre énormément du taux d'abstention, on en reparlera je crois tout à l'heure, soit une fusion, mais bien évidemment la fusion avec qui? Il est hors de question qu'il y ait des fusions de prévues avec le Front pour l'instant. Il y aurait des problèmes de recrutement des candidats du Front National. Bien évidemment, parce qu'au-delà du fait que le Front National puisse annoncer qu'il présentera des listes dans telle et telle commune. Désormais, ils sont face à un problème, c'est la constitution des listes. Et il y a une différence entre le fait de se dire « nous sommes sympathisants Front National, ok », mais ou alors on vote Front National, mais dans le secret de l'isoloir, et puis de s'afficher comme candidat Front National. Et quand on est sur des communes où il faut 29, 33 conseillers, donc 33 noms, de s'afficher comme ça, je ne suis pas sûr que le Front National aura autant de listes qu'il a pu nous l'annoncer en Basse-Normandie. Donc il va falloir qu'on attende le 6 mars la clôture des listes officielles pour savoir si effectivement il y aura autant de listes que le Front National, et notamment M. Chaperon, a pu l'annoncer. À Caen, on parle d'Argentan, on parle également du Mont-Saint-Michel. Après qu'ils aient effectivement un terreau en Basse-Normandie comme ailleurs, même si c'est peut-être moins vrai que dans d'autres régions, même si on voit la montée du Front National, quelles que soient les élections cantonales, présidentielles, législatives, tout ce que vous voulez, dans toutes les communes, y compris rurales, là, il y a un terreau. Donc, ils voient bien qu'ils ont un terreau. Maintenant, constituer des listes par rapport aux municipales, c'est un tout autre problème. Est-ce qu'il y a je pense qu'il y en aura bien moins que ce qu'ils annoncent. Un vote des campagnes en faveur du Front National? Il faut qu'il y ait des listes déjà dans les campagnes Front National. Il y a des candidats dans le bocage qui se présentent avec l'étiquette du Front National. C'est plus simple, entre guillemets, dans les campagnes, là, dans les communes concrètement de moins de 1000 habitants, où on peut être candidat unique, on se présente tout seul, ou même avec la bannière du Front National, ou même avec des listes incomplètes. On est 2, 3, on se présente comme ça. Mais dans les grandes villes, donc plus de 1000 habitants, je pense qu'ils auront beaucoup de problèmes pour monter toute leur liste. Voilà, parce qu'on parle de Giberville, Cabourg, Honfleur, Lisieux. Et c'est vrai, pour conforter ce que disait Guillaume Ballard, j'ai interviewé Philippe Chaperon, le secrétaire départemental du FN Calvados, il y a moins d'un mois, qui est candidat sur Caen. Et je lui disais, on vous voit peu finalement sur le terrain. Il me dit, mais si, on y est. Enfin, surtout en ce moment, je suis en train de constituer les listes et il faut trouver du monde. C'est pas facile. Et c'est parfois pas facile. Et c'est sans doute ce que va nous confirmer Christophe Boutin. L'élection, elle est surtout pour le Front National, après avec les européennes. Un mot, Christophe, justement. Absolument. Vous êtes d'accord avec cette analyse de Philippe Thomas?
Absolument, oui. On voit très bien la grande difficulté qu'il a. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas encore d'élus locaux du Front National. Les gens ne souhaitent pas forcément apparaître clairement comme étant des militants encartés au Front National, même s'ils acceptent de voter dans les isoloirs. Et c'est vrai que le grand vote Front National de 2014, ça sera les élections européennes. Alors, on va s'intéresser, comme je le disais au début de cette émission, au point chaud de la Basse-Normandie, ce que nous suivrons particulièrement au cours de cette campagne. Dans la région, tous les regards sont naturellement braqués sur la ville de Caen. Question, la gauche qui avait connu une victoire historique en 2008 avec le succès de Philippe Duron, peut-elle conserver la capitale régionale? Les débats sont ouverts, la campagne est lancée depuis juin dernier, depuis les candidatures, depuis que les premiers candidats se sont déclarés, notamment à l'UMP. Philippe Le Galtel, justement, quel regard vous portez sur cette campagne caennaise? Le regard évolue, en fait. Il y a quelques mois, on se disait, et pratiquement tous, je pense, que l'enjeu national l'emporterait et que beaucoup de villes de gauche basculeraient. Et puis je pense que tous, on en est à peu près à cette analyse, que maintenant, on n'en est plus vraiment sûr, et certaines villes pourraient être gardées par la gauche. Est-ce que c'est le cas de Caen? Là, il est trop tôt, puisqu'on voit qu'il y a des divisions à gauche, mais il y a aussi des divisions à droite. Il y a des articles, des tweets qui disent que Caen pourrait, ou pas d'ailleurs, il y a des informations contradictoires, revenir à la droite. Une chance sur deux, puisque selon l'article du journal du dimanche, le week-end dernier, Caen ne ferait pas partie des villes qui rebasculeraient à droite. Et on a vu passer des tweets, que dans le Figaro, quelques semaines avant, vous pouvez le confirmer. Ce matin sur Twitter, donc les gens qui sont dans le camp de la droite mettre, je pense, en avant un article du Point qui dit que Caen serait la ville qui pourrait passer à droite. Mais quelle est la source de toutes ces informations? C'est aussi ça qu'il faut qu'on se pose comme question. C'est vous le journaliste, Guillaume? Mais c'est pas moi qui ai écrit ces articles, en tous les cas, dans les médias que vous venez de citer. Non, mais sérieusement. Donc je pense que, comme vient de le dire Jean-Yves Gélébart, il y a une chance sur deux pour que Caen puisse basculer. Et le poids du national, on a parlé tout à l'heure sur des grandes villes comme Caen, en plus avec un député maire PS donc en place, va être important. Avec tout ce qu'il a pu faire et soutenir également comme politique, va être très important. Alors on repose la question justement, est-ce qu'on votera en fonction d'enjeux nationaux ou locaux? Est-ce qu'on votera pour la personne ou pour une politique, pour sanctionner ou valider une politique nationale? Philippe Thomas? Tout se mélange, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Philippe Le Galtel. Et puis on est d'abord dans une ville qui est de centre-droit, Caen. Donc on va voir si cette tradition de centre-droit revient, se confirme finalement, puisque ça a toujours été le cas à Caen, et que l'élection de Philippe Duron en 2008 a un peu été une exception. Maintenant, effectivement, il peut se passer encore beaucoup de choses dans une campagne, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Et après, l'élection, elle peut basculer à pas grand-chose. Jean-Yves, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je pense que ce sera beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. On verra qui sera au second tour. Cela dit, on ne connaît pas encore les programmes. Vraiment complètement des candidats en lice. Ça va être important. La campagne, encore, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas commencé, donc elle va être importante, la campagne de terrain. L'opposition actuelle a démarré assez tôt pour labourer le terrain. Moi, je crois que ce sera en tout cas beaucoup plus serré qu'en 2008. Je crois que il y a une liste écologiste, il y a une liste d'extrême gauche qui prend toujours 3-4 points mais également il y a division à gauche. Il y a 2 listes à droite. Et jusque-là, ils se sont pas entendus à droite. Un avis aussi. Oui, moi je crois que d'abord, Philippe Duron, c'est le président du mémorial de Caen, le mémorial pour la paix, et pour qu'il s'amuse un petit peu, il va falloir il faut que l'UDI et l'UMP se rabibochent, parce que ça va être très ennuyeux. Alors, parlons-en justement. C'est la guerre à l'UMP et l'UDI, c'est la vieille guerre RPR-UDF. On nous ressort les trucs historiques. C'est une guerre feutrée quand même. Feutrée. Il y a 6 ans, la droite avait perdu à cause de ces divisions. On se souvient du match entre Brigitte Le Breton, sortante, elle ne semble et son pas premier avoir tiré les adjoint, Luc Dincombe. L'UMP face à un centriste. Aujourd'hui, va-t-on vivre le même scénario? Joël Bruno mènera la liste UMP et Sonia de la Provoté, celle de l'UDI, qui a fait alliance avec le modem de Philippe Layet. On est complet. Y aura-t-il une entente, une fusion avant le premier tour? Il reste 2 mois et demi. Guillaume Ballard? Non. Ah non, je n'y crois non seulement absolument pas, mais je pense que c'est même pas dans leur intérêt. Et déjà, ils l'ont acté comme ça, puisqu'il faut mieux ratisser large au premier tour pour mieux se retrouver au second tour. Et l'accord du second tour est déjà fait entre eux. Sauf quand la question qui se pose, c'est qui arrivera en tête au premier tour entre les deux. C'est tout. Donc ils ont tiré les leçons de 2008. Il faut pas que Christophe Boutin veut intervenir, messieurs.
Non, effectivement, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une particularité essentielle de ce scrutin, c'est la possibilité de recomposer les listes entre les deux tours. Et c'est pour ça qu'à Caen, effectivement, tout va se jouer entre les deux tours. Sur la possibilité ou non de recomposition, sur les reports de voix de la gauche entre elles, de la gauche divisée, et sur les reports de voix de la droite, et notamment le poids du Front National. Alors parlons-en justement. Si le Front National a un rôle important. Le Front National qui sera présent sur Caen pour la 3e fois. Il avait été candidat en 1995, en 2001. Il n'a jamais passé la barre des 4%. 3,68%, c'était en 2001. Christophe, que peut-il se passer sur Caen? Est-ce que le Front National est en mesure de jouer les arbitres? Il est en mesure, en tout cas, de causer une gêne certaine. Il est fort possible qu'il arrive à passer le seuil des 5%, donc qu'il soit un seuil où, en quelque sorte, on pourrait envisager une fusion qui n'aura pas lieu, mais on pourrait l'envisager. Et le fait qu'on ne l'envisage pas, qu'elle ne se réalise pas, ne poussera pas les électeurs du Front National au second tour, à se reporter sur la liste de droite. Mais sur le premier tour, quand on voit 3,68%, pour qu'il se maintienne, il faut 10% des suffrages exprimés. Vous croyez justement que le Front National peut passer ce cap des 10%? Écoutez, il faut 10% des suffrages exprimés, justement. Ce qui, avec un taux d'abstention estimé à 30% ou 35%, nous amène quand même à 13,5%, 14%. Ça fait beaucoup. Est-ce que cette campagne sera dure, justement? Elle a commencé sur Internet, Laurent. Dans la presse, c'est relativement timide. Bon, il n'y a pas de grandes déclarations et de gros affrontements. Guillaume Ballard, dans vos colonnes de Ouest France, il n'y a pas Au niveau de Caen? Oui. Pour l'instant, c'est effectivement très light. Très light. On va dire. Mais en revanche, date du conseil municipal. En revanche, sur Twitter, alors, on sur se Twitter, plus, oui, ça reste assez prudent parce que ce qui est intéressant sur Caen, c'est que les principaux candidats qu'on vient d'évoquer ont un compte Twitter. Ils en ont même plusieurs puisqu'il y a des comptes de campagne. Alors pour l'instant, ils sont plus occupés à construire leur image, à se donner une image sympathique, plutôt que de se taper dessus, en fait, très clairement. On va quand même voir quelques tweets. On commence par la centriste, donc Sonia de la Provôté, qui a un compte à son nom, puis un compte de campagne que finalement elle utilise très peu. Alors sur son compte Twitter, on peut voir qu'elle va au match de foot, au match de hand, au match de basket. On a même vu une photo des Playmobil de son fils le soir de Noël. Un peu de politique quand même. Là, il y a 3 jours, Sonia de la Provôté qui fait une petite attaque à Philippe Duron et qui dit démographie cannaise, Philippe Duron, on est sur l'atterrissage de la baisse. C'est quand qu'on sort les roues, point d'interrogation. Bon, vous voyez, c'est pas méchant, c'est plutôt décontracté. Il y a des comptes Twitter aussi un peu pour tacler les candidats. J'ai vu un Guimance de Normandie. Alors, il y a aussi des gens qui sont dans l'entourage de ces candidats qui, eux, sont peut-être plus missionnés pour taper un petit peu plus fort. Mais on sent qu'il y a quand même une volonté de ne pas déclencher la bagarre des gros candidats, parce que c'est vrai que sur Twitter, quand vous êtes celui qui agresse, absolument, ça peut tout de suite vous donner une mauvaise image. C'est le rôle des seconds couteaux dans ces cas-là. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a eu quelques épisodes. Alors, on parle de Caen, ça s'était terminé devant le tribunal pour diffamation. Voilà, alors là, au conseil municipal, c'est là qu'on a vu quelques passes d'armes. Passes d'armes, par exemple, de Joël Bruno, qui s'adressait à Philippe Duron dans son tweet. Le maire se félicite de l'annonce de Marisol Touraine sur le CHU pour mieux cacher son inaction depuis 2010. Vous voyez là, une petite attaque, mais de la part de Joël Bruno, c'est plutôt rare. Et puis, c'est pareil, on sent qu'il n'a pas envie d'endosser le rôle du cogneur. Il est plutôt ironique. D'ailleurs, là, il vient d'ironiser sur la relation supposée de François Hollande en soulignant que le président s'employait. Philippe Duron, lui, il réagit, mais lui, il est plus dans la position il a les habits du maire, en fait. Donc, ses comptes, c'est plutôt pour rendre compte de ses activités, de ses rencontres dans les ministères, des inaugurations. Il a une position, la posture du maire. Alors quand même, quand on l'attaque, il répond. Là, M. Bruno l'a un petit peu cherché. Il lui répond, M. Bruno parle d'imposture à propos des chiffres du budget. Il affaiblit la fonction auquel il aspire et s'en montre peu digne. Vous voyez, il a gardé la sonalité. Il est dans son rôle, en fait. Et c'est de bonne guerre. D'autant que Philippe Duron, lui, il a donc des gens pour faire un petit peu sa campagne. Il a ses adjoints et puis il a un compte qui s'appelle Philippe Duron 2014. Et surtout, il a les jeunes, qui a un compte qui s'appelle Jeunes pour Duron. Alors ils sont plus dans le ton Twitter, ces jeunes-là. Par exemple, ils ont fait une petite photo il n'y a pas longtemps qu'ils ont diffusée. C'est la place Saint-Sauveur avant-après. Vous voyez, une formule très visuelle. Alors avant avec les voitures et puis aujourd'hui avec une photo d'un concert. Donc ça, c'est un petit peu plus moderne. Vous voyez, sur Twitter quand même, là, il y a un petit avantage du côté du maire sortant qui a beaucoup de followers et qui a beaucoup de gens pour parler de lui. Et tout ça va s'activer dans les prochaines semaines. Ne craignez rien. Alors, quelle influence justement peut avoir Twitter sur la campagne?
on peut se reposer la question, mais pour l'instant, c'est 5% des gens qui suivent c'est une minorité de Français qui est sur Twitter, mais ce sont des relais. Et puis, attention, un tweet malheureux peut très vite déclencher un tas de réactions. On a eu quelques exemples par le passé. Voilà, vous dites une phrase sur la place publique au milieu d'une foule. Donc ça peut vous le disiez tout à l'heure, je sais que Yves Goasdoué, le maire de Flers, me le disait récemment, il utilise Facebook pour parler, vous le disiez tout à l'heure, vous l'évoquiez, parler directement, que les gens puissent lui poser des questions, comme on le faisait avant dans des réunions publiques, comme on le fait encore dans des réunions publiques, alors que Twitter, on est vraiment plus sur un milieu de politique, de médias, etc., de gens qui ont des responsabilités, qui échangent, mais le grand public n'utilise pas vraiment Twitter. Alors voilà ce que l'on pouvait dire. Les exemples récents de tweets malheureux au niveau national ont peut-être aussi incité à la prudence. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Caen, qui cristallise toutes les attentions. Autre ville qui, en 2008, avait basculé... On n'a pas donné le nom du gagnant. Non, allez-y. Ouais, non, justement, c'est notre modération bien connue. Je vous laisse la primeur, Philippe Galtel. Un pronostic ? Non. Non. Vous aventurerez pas. Trop tôt. Autre ville qui, en 2008, avait basculé, c'est, je le disais, Alençon, avec la victoire du socialiste Joachim Peugeot. À l'époque, il faut dire que son adversaire était relativement peu connu, Marc Le Picard. Cette fois, la tâche risque d'être plus difficile. Joachim Peugeot sera face à Christine Roimier, qui avait succédé à Alain Lambert de 2002 à 2008 et qui n'avait pas eu, je dirais, l'autorisation de se présenter par Alain Lambert lui-même. On se souvient de cette réunion quelques semaines avant. C'était issu d'un sondage. Ce premier tour. Le choix était issu d'un sondage. Et c'est comme ça que Marc Le Picard était sorti de ce fameux sondage. Alors, et ça avait provoqué une division au sein de la droite qui avait créé un boulevard pour la gauche à l'époque. Et ce qui est très intéressant à Alençon cette année, c'est que la droite a réussi à Alençon ce qu'elle n'a pas réussi à Caen. C'est-à-dire que Bertrand Deniau, UMP, s'est rangé derrière Christine Roimier, qui est la candidate quasi naturelle aujourd'hui de l'UDI. Et finalement, la droite a réussi à montrer une union qu'elle n'a pas réussi, notamment à Caen. Alors, qui s'aventure au jeu des pronostics, justement, sur Alençon Là aussi, je pense que, je ne vais pas faire un pronostic, non, mais ça va être très serré, à mon avis, parce que à la fois Joachim Puyot n'a qu'un mandat. C'est toujours, me semble-t-il, plus compliqué d'enchaîner. La prime au sortant, elle s'applique beaucoup plus souvent à l'issue du deuxième mandat pour un troisième qu'à l'issue du premier. Il est sur une législative gagnante, donc il a un bilan. Va-t-il pouvoir s'appuyer dessus? Et en face, il y a une candidate assez solide, n'est-ce pas? Je voulais rappeler une chose, c'est que Joachim Peugeot peut faire un stage dans sa prison modèle, parce que là-bas, il va prendre des coups de poinçon, etc. Ça va le préparer pour les municipales, parce que ça chauffe à la prison d'Alençon. Les problèmes de la prison d'Alençon, est-ce que ça peut jouer dans la campagne, justement? On a vu plusieurs agressions, mutineries, prises d'otages, un surveillant qui a reçu des coups de poing. Joachim Peugeot a été très exposé nationalement. Qui peut s'inviter dans la campagne des municipales? Ça ne peut jouer que sur les dessins de Chonu, je pense. Voilà, merci docteur, c'était qu'il fallait dire, bien sûr. Et puis on sait que Joachim Peugeot est l'ancien directeur de la prison de Fleury-Mérogis, et j'allais dire à la limite ça l'a beaucoup exposé nationalement, mais je pense pas que ce soit un enjeu local. Et la décision d'implantation de cette prison à Alençon date bien avant l'élection de Joachim Peugeot. On va continuer notre tour d'horizon de ces points chauds. À Cherbourg, qui succédera à Bernard Cazeneuve? Le ministre du Budget ne se représente pas. Il a laissé son fauteuil de maire en 2012 au socialiste Jean-Michel Houllegatte. En 2008, Bernard Cazeneuve s'était imposé au premier tour avec plus de 66% des voix. Jean-Michel Houllegatte face à David Marguerite, le candidat UMP, et Jean Levallois, l'ancien éditorialiste de la presse de la Manche. On voit Jean-Michel Houllegatte ici au moment du passage de relais avec Bernard Cazeneuve, c'était en juin 2012. Donc face à lui, Jean Levallois, l'ancien journaliste de la presse de la Manche, on le voit. Et il aura également sur sa route David Marguerite, qui est le responsable de la section UMP locale de Cherbourg, avec une division à droite. Là, que peut-il se passer? Qui pour succéder à Bernard Cazeneuve? Une division à gauche aussi pour la première fois à Cherbourg, oui, puisque le parti communiste pour la première fois ne fait pas alliance dès le premier tour avec le Parti socialiste. Christophe Boutin, en direct de Cherbourg, justement, comment vous voyez les choses? Oui, absolument. Il y a une division à gauche. Il y a une division à gauche, au moins autant qu'une division à droite. Il y a une division à gauche parce que l'EPC a décidé de faire cavalier seul. Et actuellement, même au sein du PS, on entend Bernard Covin évoquer l'idée d'une candidature, mais d'une candidature pour
un temps limité pour quelques années, juste le temps de former en quelque sorte un poulain idéal. Alors, il y a une division à droite, c'est vrai, entre une droite plutôt musclée, celle de David Margueritte, et puis à côté, un rassemblement d'ailleurs, est-il bien de droite citoyen, nous disait Jean Levallois en présentant sa liste, un rassemblement citoyen, une liste citoyenne, une liste très, très modérée. 66% au premier tour en 2008, Bernard Cazeneuve, ça sera difficile de faire aussi bien. Oui. En tout cas, on voit bien que même si l'ancrage de la gauche n'est pas contestable dans le Nord-Cotentin. Non, mais on voit bien que quand le patron est parti, après, chacun se lâche et veut y aller. Et si Bernard Cazeneuve d'avance quand même. Oui, si Bernard Cazeneuve vient appuyer son candidat, quand même, ça peut jouer. Le retour de Bernard Cazeneuve sur Cherbourg un jour. Je pense que là, pourrait y avoir au moins un deuxième tour, ce qui serait déjà un grand changement. Est-ce que vous croyez que Bernard Cazeneuve reviendra justement sur cette ville de Cherbourg? Il a dit qu'il était profondément attaché. Un retour en politique après une carrière nationale au ministère. Sauf que sa carrière n'est pas terminée au niveau du gouvernement, après les municipales. Et dans 3 ans, 5 ans? Il peut se passer beaucoup de choses en politique d'ici 3 ou 5 ans. Mais il faut retenir aussi, on parle de la succession de Bernard Cazeneuve à Cherbourg, mais David Margueritte à l'UMP reste aussi sur des échecs qu'il a du mal à fédérer, sans doute aussi derrière lui. Il aura peut-être du mal à fédérer tout l'électorat à droite derrière lui, et pas seulement parce qu'il y a Jean Levallois. On va rester dans la Manche avec le cas il a été jeune voilà. Saint-Lô. C'est la ville peut-être la plus disputée de la région. La bataille fait rage à droite entre le maire sortant, François Digard, qui annonçait qu'il ne se représentait pas, et François Brière, le conseiller général d'hiver droite. Il y a du règlement de compte dans l'air. C'est quand même assez sévère, les échanges entre les deux candidats. Finalement, François Brière mènera donc sa propre liste et François Digard sera sur une autre liste, celle de Pascal Bénet, un chef d'entreprise local. Ça, c'est la vraie surprise. C'est assez étonnant comme choix finalement, un homme qui n'est pas en politique, qui a réussi en relocalisant Solex et qui aujourd'hui va mener la liste poussée par François Digard. Mais c'est un choix assez étonnant qui au départ a fait un peu grincer des dents à Saint-Lô à droite, puis finalement ça a l'air à peu près, au-delà de la querelle entre Digard et Brière, finalement a l'air d'être plutôt accepté, mais c'est un choix assez surprenant. Il y a eu Pas du tout accepté. Au sein même de la majorité municipale, certains adjoints actuels sont en train de voir s'ils vont pas constituer une 3e liste issue de la majorité municipale. Alors, il y a eu une prime sortant, on en parle souvent pour les gens qui nous écoutent. Souvent, on valide le sortant, notamment dans les petites communes où il faut déjà trouver des candidats. Mais il y a une préférence qui est souvent faite à celui qui se représente. C'est ce qui s'était passé à Saint-Lô, puisque François Digard a résisté à toutes les vagues depuis 1995. Le Parti socialiste sur Saint-Lô, lors de la présidentielle, a fait un score pour François Hollande de plus de 60%. François Digard est toujours en place aujourd'hui. Il souhaite d'ailleurs conserver la communauté d'agglomération. C'est pour ça qu'il est présent sur la liste de Pascal Bénet. Que peut-il se passer? Est-ce que cette ville de Saint-Lô est à l'aube justement d'un grand virage politique Est-ce que les électeurs s'y retrouvent là-dedans? Parce que, en tout cas, il peut y avoir un virage, parce que quand on regarde les résultats des législatives, pour qui il vote, Christine Lecause, qui va mener la liste principale à gauche, est arrivée en tête lors des législatives sur la ville de Saint-Lô. C'est Philippe Gosselin, au final, qui a été élu député sur l'ensemble de la circonscription, mais sur la ville, c'est la candidate de la gauche qui est arrivée en tête. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer en mars. Mais c'était un scrutin national. Mais c'était la candidate locale. Sauf que Christine Lecause avait gagné ses galons juste avant en remportant le canton et donc en devenant conseillère générale, à la surprise de beaucoup sur Saint-Lô. Est-ce que justement cette campagne municipale peut intéresser les gens à travers ces candidats? Est-ce qu'on vote plus en fonction des hommes que des enjeux et des thèmes politiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'élection de proximité. Là, c'est vraiment en fonction de la personne. Certes, il y aura son programme. On n'en connaît aucun pour l'instant. Bien sûr, il y a le programme. Enfin bon. C'est un tout. Certes, c'est un tout. Ça peut être un programme, ça peut être une personnalité, ça peut être. Mais là, il y a tellement d'éléments. Là, Saint-Lô, c'est une succession, donc ça change aussi un peu la donne. On va sûr continuer. Que le maire ne sera pas celui qui est en place aujourd'hui. On va continuer. En revanche, président de la communauté de communes qu'il a élargi, qu'il a créé, et donc c'est pour ça qu'il se met en 3e position. Donc allez, il nous reste quelques minutes, on va continuer ce balayage rapide. Un mot sur l'Aigle, où Véronique Louwagie essaie justement de gagner la mairie après avoir remporté, elle a fait le Grand Chelem, 2010,
régionale, 2011 cantonale, elle était élue au département, 2012 législative, elle se présente au municipal en 2014. C'est l'une des villes les plus intéressantes dans l'Orne, sans doute. On va voir ce que va faire Véronique Louwagie. Elle sera face à Thierry Pinault, le maire sortant PRG. Voilà, qui a été MoDem, qui est PRG, qui a été élu avec un peu plus de 51% des voix il y a 6 ans. Donc il aura sans doute, il y a sans doute le bénéfice du sortant, mais c'est l'une des villes les plus intéressantes. Et effectivement, on va voir ce que va faire Véronique Louwagie, qui a gagné les dernières élections où elle s'est présentée. Ville les plus intéressantes, en tous les cas, là où ça sera le plus serré, parce qu'il y a d'autres villes très intéressantes, notamment Lisieux, où ça va être, à mon avis, très chaud. On en parle, Lisieux. Tiens, justement, Guillaume, le maire sortant Bernard Aubril sera face à un de ses anciens adjoints, Éric Lerissi. Arbitre de ce duel, le socialiste Laurent Sodini, conseiller régional en charge du développement économique. Est-ce que Bernard Aubril, élu depuis 2001, est en danger? Clairement, oui, mais clairement, sur Lisieux, les coups pleuvent bas. Ils ont commencé à Alors, tomber. je vais prendre quelques extraits, justement, puisque vous en parlez. Je pense que ça sera pas là au niveau des idées, malheureusement, pour les citoyens. Ça va être, on est parti pour être sur une campagne de caniveau. Mais les combats font rarement avancer le débat, quand même. Est-ce que ça le met réellement en danger? Moi, j'ai pas le sentiment. Il a 2 mandats, je crois, derrière lui. Ah, oui. Il en veut un 3e. Là, je pense que la prime au sortant peut jouer. Mais là, on va vraiment voir le poids de l'étiquette d'un côté, même si Éric Lerissi est implanté par ailleurs, le poids du maire sortant et investi par l'UMP, le poids du maire sortant qui dit « je suis même pas centre-droit ». Il a officialisé sa candidature en début de semaine, il dit « je suis même pas centre-droit, je suis 100% Lisieux et il y a des gens de toutes couleurs, toute étiquette derrière moi ». On parlait tout à l'heure de la difficulté à revendiquer une étiquette, là il n'y a même plus quasiment ou pas de couleur politique. Et Bernard Aubril déclare, puisque vous parliez du niveau de la campagne. Et ses initiales, c'est BA. Bernard Aubril, il est toujours prêt pour sa ville. Il est très populaire, n'oubliez pas. Et finalement, son ancien adjoint au sport va lui mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, je suis pas sûr qu'il réussisse son coup. Parce que Bernard Aubril est très implanté. Bernard Aubril qui déclare à propos d'Éric Lerissi, c'était il y a quelques jours, Éric Lerissi se comporte comme un enfant gâté. Réponse de Éric Lerissi qui dénonce une campagne indigne. Bernard Aubril aurait envoyé notamment... c'est pas très méchant, du niveau de la campagne. Un de ses émissaires pour perturber un meeting d'Éric Lerissi. Voilà, c'est au deuxième tour. Par rapport à ce qui vient encore de se passer ces derniers jours et donc qui ne va qu'augmenter dans les semaines qui viennent. Ou se calmer peut-être. Et de l'autre côté, on voit que l'UMP, Xavier Bertrand est venu, on annonce d'autres poids lourds de l'UMP, donc l'UMP compte bien, j'allais dire, récupérer ou garder cette ville en tout cas pour le parti, pour l'UMP, mais en changeant le maire finalement en place. Qui reste quand même la 2e ville du Calvados, ce qui n'est pas anodin. La seule indécision pour qui va voter Sainte-Thérèse, et on sait que Sainte-Thérèse, ça pèse lourd à Lisieux, dans le vote en tout cas. Bon, elle a des roses, c'est vrai, mais enfin ça ne veut rien dire non plus. Vu de Cherbourg, Christophe Boutin, comment vous voyez ce combat autour de Lisieux? Écoutez, il est intéressant effectivement parce que c'est une implantation et on voit bien le problème du Calvados, un Calvados dans lequel il y a toujours eu une forte implantation centriste et sur laquelle le poids politique de la droite est assez ambigu. C'est-à-dire que la détermination par rapport aux enjeux très clivés qui sont les enjeux nationaux joue moins à cause de ce poids centriste. Alors, dans le Calvados, vous en parlez, le maire UMP, Jean-Yves Cousin, ne briguera pas un 5e mandat. Il était élu depuis 1989 à Vire. Oui. Il figurera en revanche sur la liste de Catherine Godbar, son adjointe à la culture. Face à elle, le conseiller général PRG et maire de Saint-Germain de Talvande, Marc-André Sabater. Vire est la 4e ville du département. Comme à Saint-Lô, c'est une des figures de la droite régionale qui quitte la scène politique locale. Au moins, peut-être reviendra-t-il à la fin de l'année. On parle de sénatorial éventuellement, enfin ça sera à suivre. Un relais aussi, un passage de flambeau se prépare à Ville, un peu comme à Saint-Lô. Oui, on est dans le même... c'est à peu près la même chose qu'à Saint-Lô, effectivement, puisque le maire sortant ne se représente pas. On voit aussi qu'il a été battu, Jean-Yves Cousin, pour la députation lors de la dernière élection. Est-ce que c'est ce qui a précipité juste dans sa décision de ne pas se représenter? Lui ne le dit pas précisément, mais ça a dû jouer. Ça tardivement, qu'il ne souhaitait pas y retourner, c'était en septembre. Ça fait partie des éléments sans doute qui ont été pris en compte. Il ne l'a pas dit précisément. Peut-être que ça fait partie des éléments à prendre en compte quand on se représente pour une élection municipale. C'était pour un 5e mandat. Ça commence à faire beaucoup quand même pour un maire.
Il y a un moment où on s'use aussi un petit peu, mais là ça va être intéressant parce que a priori, quand on voit les dernières élections survivre, on se dit que la gauche, avec Marc-André Sabater, a sans doute en tout cas une vraie carte à jouer. Avec quand même s'il vient d'une commune qui touche Vire, ce mini parachutage va lui revenir quand même. Et certains, bien sûr, ne vont pas s'en priver. Voilà, donc il y a ce contexte-là et tout le travail qui a été fait. Est-ce que c'est un handicap de venir de la ville d'à côté par Monsieur Cousin auparavant au niveau de la ville de Vire, qui va jouer. Philippe Duron l'a réussi de Louvigny à Caen finalement. Jean-Marc Ayrault à Nantes aussi. Mais ça n'a pas réussi à chaque. Mais ça n'a pas. Vous vous souvenez seulement des réussites, vous vous souvenez pas des échecs. À suivre donc, Vire. On va terminer notre tour d'horizon par Argentan. C'est une particularité régionale puisque c'est une ville ouvrière où le Front National a fait 17% des voix à la présidentielle. Pierre Pavis, le maire socialiste sortant, ne paraît pas en danger pour conserver son siège. Mais je vais m'adresser de nouveau à Christophe Boutin. Que peut espérer le Front National justement sur une ville ouvrière qui a perdu un grand nombre d'habitants en l'espace de 10 ans, à peu près par les crises économiques. Très touché par les crises, avec 4 fermetures d'usines en l'espace de 6 ans. Christophe, le Front National joue sa carte sur Argentan. On est typiquement sur un bon terreau pour le Front National, qui effectivement est devenu actuellement un parti ouvrier, qui recrute notamment dans les zones touchées par la crise, les zones ouvrières touchées par la crise, et qui va disposer là d'un terreau qui va être très réceptif à ses thèses. C'est absolument certain. Donc il devrait là surfer sur un score qui déjà était très correct aux élections précédentes. Et qui devrait profiter également de la division de la droite traditionnelle à Argentan, ce qui a permis également à la gauche d'avoir une voie royale depuis M. Doubin et désormais depuis M. Pavis. La campagne sur Argentan, on le voit, elle s'organise, on va en parler avec Laurent dans un instant, mais sur le net, avec des règlements de compte. On a vu également le président de région, Laurent Beauvais, qui est conseiller municipal d'Argentan, président de la communauté de communes d'Argentan, se mouiller, participer, répondre au Front National en disant que le PS n'était pas responsable de la fermeture des usines depuis 10 ans, que ça n'était pas la faute du maire sortant et de la majorité sortante. Donc le président de région, Laurent Beauvais, qui dit « Je ne participerai pas à la campagne des municipales ». En revanche, il monte au créneau sur Argentan pour défendre le sortant, Pierre Pavis. Il est président aussi de la communauté de communes du pays d'Argentan. Oui. Est-ce que la campagne a commencé sur le net? Justement, on va refaire un tour d'horizon. Les candidats s'expriment-ils, justement? On a parlé de Caen, Laurent. Ailleurs? En fait, ils s'expriment beaucoup sur leur propre campagne. On voit beaucoup d'images de visites dans les quartiers, de réunions publiques, de visites sur les marchés, de présence aux matchs de sport divers et variés. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas tellement prendre des positions sur des thématiques de proximité. Pour l'instant, ils sont un petit peu centrés sur leur campagne. Alors après, sur la forme, mais ce que je vous disais tout à l'heure, il y a ceux qui ont la totale avec des sites. Si on a un petit peu de temps, on peut peut-être voir quelques sites internet. Allons-y. En se baladant en Rapidement. dehors de toute considération politique qui ont un aspect plutôt moderne et bien fait, comme celui de Sonia de la Provôté, qui est donc candidate sur Caen, avec une belle mise en page et bien aéré. Alors l'avantage d'un site, c'est qu'on peut mettre sa biographie, expliquer qui on est. Pour l'instant, c'est assez court, mais son projet, son programme. On peut aussi faire des rubriques en intégrant des fils Twitter. On peut aussi mettre des possibilités de forum, de questions. L'autre site qui est bien fait aussi, qui est celui de Laurent Sodini, PS, à Lisieux. Là, c'est pareil, c'est plutôt sympathique. On peut intégrer des vidéos, le projet de ville, on pose des questions, on met un lien vers les pages Facebook. Là, on voit que dans ces deux cas-là, il y a un effort. Il y a un effort pour faire bien. On va en voir peut-être un troisième, un peu plus austère, mais qui fait aussi sérieux. On en parlait, François Brière à Divers Droite à Saint-Lô, avec un petit déroulant. Lui, il a un petit déroulant avec les photos de ses colistiers. Donc ça, c'est intéressant parce que là, pour l'instant, on a beaucoup parlé des candidats, mais pas tellement des colistiers. Et ben lui, la bonne idée, c'est de mettre la petite photo des colistiers, de présenter ses biographies avec une petite forme un petit peu originale. Bon, alors après, sa page Facebook, pour l'instant, n'a que 3 amis. Donc ça, c'est un petit peu moins bien. Mais vous voyez, il y a quand même un effort. Et puis après, il y a ceux qui n'ont rien du tout. Là, qui est sur Facebook ou Twitter, justement, autour de la table? C'est quoi les autres? C'est quoi Facebook? Tous les médias y sont aujourd'hui, de toute façon. Facebook, Twitter, ça fait partie du métier. C'est quasiment une obligation. Il y a un maire dont on n'a pas parlé et dont on parlera beaucoup cette année parce que c'est le 70e anniversaire du débarquement. Il est un peu fâché, je crois, avec les ordinateurs. C'est André Ledran aussi. Il va avoir 81 ans cette semaine, dans quelques jours. Et lui se représente aussi. Alors je crois qu'il est un peu fâché avec tout ça. C'est pas trop son truc, les ordinateurs, etc. La campagne se fait pas vraiment là pour lui. C'est un peu sa chenille.
Et lui se représente. Et on va voir aussi là, pour Ouistreham, dont on va beaucoup parler, je le disais cette année, si l'âge du capitaine, en quelque sorte, va beaucoup peser finalement. Tout l'art du politique sur ces réseaux sociaux, c'est justement de faire le savant mélange entre l'image, le personnel, le professionnel. C'est vraiment un subtil mélange. Hein. Et là, par exemple, Rudy l'Orphelin, qui lui est sur Facebook depuis 2009, je pense, lui, il arrive bien. Il a des centaines de fans sur sa page. Il y a des trucs très sérieux, il y a des trucs plus perso. Et ça fonctionne, ça fait pas artificiel. Parce que ce que n'aiment pas les gens, les internautes, quand ils vont sur Facebook, quand ils voient que c'est trop artificiel, qu'il y a une espèce de fausse sincérité, en général, ils tournent les talons. Donc c'est vraiment, c'est presque un métier maintenant. Alors, qu'attendent les gens de leurs élus? On va voir ce sondage paru en décembre. Au moment de voter, quels seront les enjeux qui compteront le plus à vos yeux? Une baisse des impôts locaux pour 51% des gens, la sécurité pour 32%, la création d'emplois 31% et le cadre de vie 31%. Christophe Boutin, c'est quelque chose qui se différencie. On n'a pas forcément les mêmes résultats à cette question en fonction des villes et des campagnes. Hein. On n'a pas les mêmes priorités. Non. Vous savez, on n'a pas les mêmes priorités. Oui, effectivement, parce que les échelles ne sont pas les mêmes. Pour autant, vous citiez la demande qui est la demande d'aide sociale, la demande de soutien en crèche, la demande de soutien en école. Elle est largement aussi présente, voire même plus présente dans les campagnes qu'en ville. La demande de services locaux, de maintien de services locaux est plus présente dans les campagnes qu'en ville. Donc il y a une demande très forte actuellement dans les campagnes, qui ont l'impression d'être laissés en déshérence par rapport aux zones urbaines et qui cherchent à avoir des élus qui soutiennent ces projets. Quel est le pouvoir du maire? On s'est déjà posé la question il y a quelques semaines sur ce plateau. Quelles sont ses compétences? On manque de candidats, on l'a dit au début de cette émission, un tiers des maires sortants ne se représentent pas. C'est dû à quoi justement, Christophe? C'est parce que ces maires ont plus d'ennuis, je dirais, de responsabilités que de pouvoir. Et est-ce que c'est pas comme à chaque élection, Christophe? Alors effectivement, c'est comme à chaque élection, on a à peu près le même volume effectivement de maires qui ne se représentent pas. Il faut dire que les choses sont particulièrement difficiles. Lorsqu'on est dans une grande commune, vous comprenez, une commune un peu importante, on a un personnel. Lorsque vous êtes dans une commune moyenne, une commune 1000, 2000, 3000 habitants, vous avez très peu de personnel. Bien sûr, il y a l'intercommunalité. Vous avez délégué une grande partie de vos compétences à l'intercom. Mais il reste quand même des choses à faire et c'est un poids écrasant pour les maires. Alors, qu'est-ce qui va changer en mars prochain? Il y a un nouveau mode de scrutin, obligation de faire la parité. Dites-nous-en un peu plus, Christophe, en quelques mots. Parité, on ne peut plus rayer, c'est ce qu'on entend, les noms sur une liste dans les villes. Oui, de manière très classique, on a étendu le mode de scrutin qui existait pour les communes de plus de 3500 habitants, on l'a étendu jusqu'aux communes de plus de 1000 habitants. Or, dans ce cas-là, on va fonctionner par des listes qui sont des listes bloquées que l'on ne peut pas panacher. C'est-à-dire qu'on prend la liste en globalité et on ne fait pas son panachage. Absolument. On n'a pas à faire le panachage sur le sujet. Et désormais paritaire. Et c'est désormais paritaire, effectivement. C'est des listes Shabada, un homme et une femme, en sachant qu'il y aura une possibilité de recomposition entre les deux tours. Je le rappelle encore. Christophe, vous m'entendez? Shabada. Refaites-nous le Shabada de Cherbourg, là. C'est extraordinaire. Il vient de se passer un événement dans la télé extraordinaire. Refaites-nous le Shabada. Fais-moi le Shabada, mon cœur. Vas-y. Je reconnais là le caustique chonu. Le caustique, je t'en prie. T'as pas toujours dit ça, hein? Pour redonner un peu de sérieux, je dirais qu'en plus, par rapport à ce que vient de dire Christophe Boutin, mais il n'a pas eu le temps de finir, parce qu'autrement, évidemment, il l'aurait dit en prof de droit constitutionnel qu'il est, c'est qu'en plus, sur les listes municipales, il y aura les listes aux élections des conseillers communautaires. Voilà. Alors, un mot justement là-dessus, Christophe Boutin, on aura deux listes. On va avoir un choix recto verso. Recto verso. Et en fait, c'est un intérêt essentiel. Pourquoi? Depuis des années, on se plaignait qu'il y a un manque de légitimité démocratique pour les élus communautaires. Eh bien là, on va avoir cette légitimité démocratique. Elle était essentielle au vu du nombre de compétences qui ont été déléguées par les communes aux collectivités. Aux collectivités. Voilà. Aux collectivités.
On arrive à la fin de aux cette communautés émission. de communes, au Simplement, district, à l'intercom. que peut-il se passer dans les semaines qui viennent? Là, il nous reste quelques secondes, justement. La campagne va-t-elle démarrer? On Tour de l'espère table. quand même, parce que c'est important Philippe pour nous. Legatel, On rapidement. espère qu'elle démarre, sachant que avant le 23 mars, il y aura 15 jours de vacances scolaires. Donc il faut vraiment qu'en janvier, février, ça démarre fort. Oui, mais tant mieux, la campagne va être courte, elle commence, et il va se passer plein de choses, que ce soit au niveau national, au niveau local. Et je ne doute pas que cette campagne sera passionnante, mais on a 2 mois et demi pour en parler. En cette année du 70e, je dirais que ça va être une blitzkrieg. C'est ça. Le mot Moi, de la fin. Vous parlez comme Laurent Combe avec des On tweets. connaît ton allemand. On va repeindre le Chartigre de Vimoutier, mon Jean-Yves, général. Ça sera à suivre évidemment Sur l'antenne de France 3. sur l'antenne de France 3. Oui. Les gars. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les 7 d'avoir participé à cette émission. On se reverra dans les semaines qui viennent pour détailler un peu plus cette campagne municipale. Merci Christophe Boutin qui était avec nous durant cette heure d'émission en direct de Cherbourg. Merci Laurent. Chonu, un dernier dessin peut-être? Non, moi je vous dis simplement le mot de la fin, Shabadabada, Shabadabada, on s'aime sur France 3. Merci d'avoir suivi cette émission. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain.